Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Comment entreprendre pour la planète, se développer et garder un esprit familial et social? Comment faire en sorte de prendre en compte les enjeux environnementaux et le bien-être des humains dans un monde où l'économie est le moteur de toute industrie et de tout projet? Comment faire du business éthique et sans greenwashing? Pour répondre à toutes ces questions, je suis allé à la rencontre d'Olivier Messager, le créateur d'O2M. Bonjour Olivier. Bonjour Yves. Merci d'avoir accepté de passer au micro de Génération Éco. Avec plaisir. Vous avez créé l'entreprise O2M. Déjà, c'est quoi cet acronyme O2M? Ça veut dire quoi? O2M, c'est que j'ai toujours cru que c'était l'organisation et le management qui allaient gérer les transitions, parce qu'on a besoin de nouvelles méthodologies, on a besoin d'humains et tout. Et puis il y avait le clin d'œil par rapport au CO2, de l'oxygène, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc l'histoire d'O2M, c'est celle-ci, tout ça. Ok, je me suis posé la question si ça avait un rapport avec vos initiales, du coup. Non, c'était pas ça. Et puis, je vous avoue, il y a 15 ans, quand on crée une société, on a plein d'idées. Et puis, quand on va sur l'INPI, ces idées sont beaucoup plus restreintes. Oui. Et puis, il fallait trouver quelque chose. Et il y avait, pour tout vous dire, le premier verbatim, c'était donner une bouffée d'oxygène à votre activité. C'était ça, il y a 15 ans, au tout démarrage de la création de la société. Eh ben justement, le démarrage, pourquoi avoir créé cette société? Moi j'ai eu un parcours salarié, j'avais une forte sensibilité entrepreneuriale et le jour de mes 30 ans, j'ai tout plaqué pour dire je vais créer ma boîte. Quitte à la créer, je voulais qu'elle ait du sens. Alors c'est un peu galvaudé aujourd'hui et je voyais ce qui se passait sur le réchauffement climatique. Moi je viens d'un monde agricole. Et à ce moment-là, c'était le démarrage de la RSE, le démarrage de tout ce qui est partie comptabilité carbone. Il faut revenir 2007-2008, c'était le début. Et je me suis dit, on va créer un cabinet spécialisé sur le sujet dans le Grand Ouest. Voilà l'histoire d'O2M. D'accord, oui, parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, il y avait même O2M Group, finalement. C'est-à-dire que ça a démarré à Angers et ça a fait des petits après. Comment ça? Alors, ça n'a pas démarré à Angers. Même pas, d'accord. Alors moi, je suis un Breton. J'ai démarré à Rennes. Et puis, on était 2-3 à Rennes. Et en 2010-2011, mon épouse, qui avait déjà subi l'entrepreneuriat, me dit « J'ai une opportunité pour venir à Angers ». Donc j'ai suivi madame. D'accord. Donc j'ai laissé les équipes historiques sur Rennes. Et pendant quelques années, j'ai fait beaucoup d'allers-retours pour les manager. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis sur Angers, création des premiers emplois. Voilà l'histoire de la création en fait d'Angers. Et on est resté, donc maintenant on est une quinzaine à Rennes. Et à Angers, on est 35-40. Donc maintenant, on est implanté sur Angers, Rennes, Bordeaux, Rouen. On a ouvert en Tunisie il y a 15 jours. On a déjà 4 salariés en Tunisie. Et on avance assez vite pour l'Amérique latine. D'accord. Voilà. Donc finalement, la société de conseil du Grand Ouest, maintenant, s'internationalise. C'est ça, parce qu'on a toujours eu l'idée de se dire, pour être efficace sur nos sujets, c'est d'avoir une approche sur les territoires. Pour nous, le bon maillage pour trouver des idées sur nos sujets, réchauffement climatique, tout ce qui est autour de ce qu'on appelle la RSE, le développement durable, trouver les bonnes idées, le maillage régional, c'est pour nous l'endroit le plus efficace. Et notre raison d'être, c'était une alternative indépendante pour la durabilité des territoires et la souveraineté des données. Donc, on fait des sauts de puce. Donc, on a la Bretagne, on a les Pays-de-Loire, on a la Nouvelle-Aquitaine, et on a été sollicité par des gens de l'étranger. On s'est dit, en fait, la Tunisie, c'est un territoire comme un autre. Tout à fait. Voilà. Donc, on a recruté 4 personnes directement au mois d'août sur la Tunisie, et on vit la Tunisie comme un territoire. Ben oui, tout à fait. Pour pouvoir se déployer. Puis ici, la Tunisie... Demain, on est obligé d'aller un peu plus loin pour en fait, avoir plus de granulométrie sur les territoires. Il y aura peut-être un deuxième bureau ailleurs que Tunis. Donc on commence comme ça. Ah, c'est génial. Et alors justement, concrètement, vous proposez quoi aux organisations que vous accompagnez? Nous, notre métier principal, c'est ce qu'on va dire autour de l'impact donc, social et environnemental. Pour le simplifier, notre métier, c'est du conseil et de l'ingénierie et de la recherche et développement pour réduire les impacts environnementaux et augmenter les impacts sociaux. Donc on récupère des données.
donc des litres de gasoil qu'on va transformer en équivalent CO2 pour faire simple. Donc on fait tout ce qui est autour bilan carbone autour du climat, tout ce qui est éco-conception de produits. Ce qu'il va y avoir aussi autour de la RSE, c'est l'accompagnement plutôt général des organisations. Donc on a deux activités qu'on sépare fortement. L'approche organisationnelle, comment on va aider une entreprise à réduire ses impacts, ou l'approche produit, c'est comment demain je vais refaire une barquette de carottes, du pâté, ou ici dans le coin néolithe par exemple, on a accompagné sur des nouveaux matériaux. Okay. Donc on transforme des données, ce que nous on appelle des données d'activité, en équivalent CO2, en consommation d'eau, en particules fines. Donc on fait une photo. Et puis à partir de cette photo, on est capable d'arbitrer les différents scénarios qui vont être les plus efficaces pour pouvoir soit réduire ses impacts, soit maximiser les impacts sociaux. D'accord. Et donc c'est vraiment des clients nationaux, voire internationaux finalement. On a des grands comptes internationaux. On a tout le groupe Auchan depuis 7 ans par exemple. On en parle parce qu'ils sont plus connus, mais notre cœur d'activité sont les PME, les ETI familiales. D'accord. Ici sur Angers, on travaille par des gens comme Giffard par exemple, on travaille avec des gens comme Olga, Sojasun avant, voilà, Léa Nature. Donc on a des clients qui sont des très très grosses entreprises. Notre cœur d'activité, c'est plutôt les entreprises entre 50 et 250 salariés, mais aussi des entreprises individuelles, parce qu'on a plus de 500 agriculteurs. Donc on aide les agriculteurs à éco-concevoir leur ferme. Donc on peut passer du lundi avec les bottes, à mardi être au groupe Mars, très très américain avec ses codes. Donc c'est assez intéressant puisque c'est une aventure tous les jours pour l'ensemble des équipes. Ah, c'est vraiment chouette. Alors justement, en 2021, vous avez créé le Lab O2M. Qu'est-ce que c'est que ce laboratoire ? Moi, j'ai vu les choses évoluer. En fait, je suis un jeune vieux. J'ai créé, j'avais 30 ans, ça fait 15 ans que ces sujets apparaissent, et il y avait besoin d'énormément de méthodologie, de créer des bases de données. C'est-à-dire que quand j'ai démarré, personne n'a travaillé par exemple sur l'impact environnemental d'un géranium. Donc il faut fabriquer quel est l'impact d'un géranium. Et pour ça, ça manquait de la R&D, des méthodologies. Donc on a séparé nos activités de recherche, donc on a créé le lab, et dans le lab, on a Louise Forteau, qui est notre directrice de recherche, qui est docteur en agroécologie et qui a une équipe de 5 personnes avec elle, où on va refabriquer l'information, on va tester des hypothèses, on a des partenariats de recherche avec l'INRAE, parce qu'aujourd'hui, si on prend l'image, c'est que pour rentrer dans une comptabilité environnementale, c'est comme si vous faisiez votre comptabilité financière et vous avez 3/4 de vos achats, vous ne savez pas en fait combien ça coûte en euros. Donc on est obligé de fabriquer l'information. Donc Lab avance sur les méthodologies, fabrique des données pour le mettre au service de la communauté, pas que la nôtre, pour faire avancer l'état de l'art. Parce qu'on a besoin de savoir quels sont les impacts de ce qu'on achète, de ce qu'on vend, de ce qu'on utilise. Et il y a besoin d'énormément d'informations. C'est une fabrique à méthodologie et à données. Voilà le lab. Et alors justement, les données après, quand vous les avez, est-ce que vous les gardez pour vous ? Est-ce que vous pouvez les rendre publiques pour que d'autres personnes les utilisent ? Alors, il y a plusieurs niveaux. Des fois, on a des clients qui nous demandent de les fabriquer. Donc, c'est eux qui nous missionnent. Donc, c'est eux qui sont propriétaires. Donc, c'est à leur libre arbitre. Quelquefois, eux, ils les diffusent. Quelquefois, ils ne les diffusent pas et les gardent pour eux, parce que ça peut être un avantage concurrentiel. On a des missions aussi qui peuvent être portées par des institutionnels ou des centres de recherche. Donc là, elles sont publiques de fait, puisqu'on a été cofinancé pour le faire. Et puis nous, dans certains cas, en fonction d'un certain nombre de clients, quand les publications que nous avons dans les bases de données moyennes ne nous semblent pas robustes, on se permet de le mettre à disposition pour que tout le monde avance dans le bon sens. Voilà. Ok. Quand on arrive ici sur le lieu, on a un panneau qui est écrit « Organisation vivante ». Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est ? Il fallait qu'on incarne un petit peu nos valeurs. Et j'avais cette difficulté-là aujourd'hui d'expliquer l'ensemble de nos valeurs de manière très rapide et synthétique. Et en fait, Vivante, c'est un acronyme. Voilà. Dans Vivante, c'est vrai. Le V de vrai. Parce que chez nous, on se dit les choses, parce qu'on se dit qu'il faut aller vite. Sur nos sujets, il faut aller très vite. Donc on se dit les choses entre nous.
Donc, c'est une partie de nos valeurs. Vrai, on se dit les choses. Et pareil avec nos clients, on se dit les choses. Le I, c'est pour innovante, parce qu'une organisation innovante. On a besoin de nouveaux modèles économiques, on a besoin d'innover sur les méthodologies. On avait pour volontaire. C'est pas facile, on a passé des années à évangéliser le marché. On a toujours des résistances sur ce qu'on fait, il y a toujours des climato-sceptiques, tout le monde dit la RSE c'est pour les bisounours, c'est tout ça. Nous on est volontaire, c'est-à-dire qu'on lâche pas l'affaire. Voilà. On est apprenante, ça c'est le A de Vivante, on est apprenante. Ça va très vite, il y a beaucoup d'activités de recherche. On n'a pas de compétences sur le marché. Donc ici, il y a 12 personnes qui rentrent chez nous là, et qui ont un parcours de formation de 3 semaines, parce qu'il faut apprendre les choses. Et on a l'humilité de dire qu'on ne sait pas encore tout. On a le N de numérique. Numérique, c'est qu'on est aussi éditeur de logiciels, mais c'est au service de l'emploi. C'est pour accélérer les données, accélérer les calculs, et on mixe l'expertise humaine avec la partie du numérique. On est technique. Ça, c'est le T de Vivante, technique. C'est des sujets, il y a beaucoup de croyances. Donc nous, on met de la science dans un monde de croyances. Donc on s'appuie sur la science, les méthodologies, l'expertise et la rigueur. Et puis on a le E de empathique. Empathique, c'est déjà entre nous. L'activité de conseil, ça demande beaucoup de l'énergie. Nous, quand il faut se déplacer pour aller à Brest, faut se lever tôt, il faut rentrer, donc ça demande de l'énergie. Et puis on est aussi empathique avec nos clients. On a un peu une culture un peu Robin des Bois des fois. Il y a beaucoup de PME qui ont besoin de nos services et puis on sait décaler des paiements vu le contexte. On sait adapter un peu nos offres pour laisser personne au bord du chemin. Donc on a incarné nos valeurs dans Vivante. Et puis aussi pour tout vous dire, comme dirigeant, ça m'arrange beaucoup. On a recruté 25 personnes, donc faire des organigrammes figés, c'est pas simple. Alors comme tout le monde sait que l'organisation est vivante, je peux la réorganiser assez facilement et je suis pas bloqué en fait sur les entreprises très structurées. Ah, c'est génial, ouais. Vous êtes aussi, j'ai vu alors, à titre personnel et professionnel également, animateur de commission au sein du CJD. Le CJD, c'est une association de jeunes dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce que vous y faites exactement ? Alors, j'y suis plus. Ah, d'accord. Mais je suis au réseau Entreprendre. J'allais vous poser la question après, justement. Moi, je viens d'un monde relativement modeste. J'ai pas eu de culture entrepreneuriale. Et quand j'ai expliqué à ma famille que j'ai tout quitté pour entreprendre, c'était pas concevable. Donc j'ai eu la chance d'intégrer le CJD d'Angers qui m'a appris la posture de dirigeant. Puis c'est aussi un mouvement qui met l'entreprise au service de l'homme et pas l'inverse. Donc c'est un très beau mouvement. Donc j'étais à Angers. Après on m'a demandé de donner un coup de main pour aller créer celui d'Ancenis. D'accord. Donc j'y ai passé 10 ans et puis j'ai terminé au COMEX CJD Pays de Loire sur les nouveaux modèles économiques. Puis j'avais fait mon parcours. Et puis entre-temps, le réseau Entreprendre, Maine-et-Loire, j'ai été lauréat du programme Boost, qui est la phase avec forte création d'emplois, ce qui s'est avéré une réalité, puisque on a recruté 25 personnes sur Angers en moins de 12 mois. Donc on contribue à l'entrepreneuriat. Moi, je crois que ce sont les entrepreneurs qui vont faire évoluer les choses. On a le rôle des ONG, on a le rôle des politiques. Nous, on est des pragmatiques. Donc, c'est une façon. Il y a beaucoup d'entrepreneurs chez O2M. Et justement, au niveau du réseau Entreprendre, Maine-et-Loire, ça vous a vraiment apporté, donc le programme Boost, c'est un accompagnement qui est vraiment top pour le développement de l'entreprise. Oui, réseau Entreprendre a été un accélérateur pour nous. Déjà, on a notre, j'ai pas le droit de dire parrain, notre accompagnateur qui s'appelle Bertrand Cordier, qui nous a énormément servi, aidé pour restructurer. Vous parliez de groupe au début d'entretien, c'est qu'on a créé une structuration avec un groupe et différentes filiales qui sont dédiées. Donc on a Lab pour la R&D, on a Academia pour la formation, on a Impact pour les consultants, on a O2M International, donc ça nous a beaucoup aidé. Il y a une forte solidarité avec les membres du réseau Entreprendre qui sont très très actifs sur Angers. Et ça met une dynamique pour avancer.
Mmh. Donc moi, le réseau Entreprendre, avant le réseau Entreprendre, on était 10. Maintenant, on est 55. C'est peut-être juste ce que je devais vous dire depuis le début. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Justement, par rapport aux collaborateurs, ouais, il y a une belle progression. Et aujourd'hui, est-ce que vous aussi, vous avez la casquette d'accompagnateur ou pas encore au réseau Entreprendre? Alors, pas encore, puisque je termine mon programme Boost en novembre. Hmm. Donc, je suis encore lauréat. D'accord. Je vais peut-être me reposer quelques mois. Après le CJD, après l'ouverture de différents bureaux, je ferai ma part. J'ai toujours tenu mes engagements, mais je dois finaliser la structuration, l'organisation dans les mois, parce qu'on vit de l'hypercroissance, Eh oui. pour pouvoir redégager du temps pour le faire. Puis à côté de ça, j'ai 3 enfants en bas âge. C'est important. Voilà. Et ouais, tout à fait. Il faut pas oublier le côté vie perso juste à côté. Il y a une question que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco? Elles l'ont déjà. Vous pensez qu'elles l'ont déjà? Alors, elles l'ont déjà avec leur prisme. Donc, on a un petit peu quelques croyances à détricoter, on va dire. Mais il n'y a pas que les nouvelles. Au deuxième, c'est 2 types de profils, des nouvelles générations très très techniques. Donc on a à peu près 60-70% de nos effectifs qui ont moins de 30 ans, très sensibles au sujet. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Et puis une autre génération un petit peu entre 40 et 50, qui après avoir eu des parcours classiques, veulent donner du sens à leurs actions au quotidien. Donc on a de la reconversion. Au deuxième, on a fait l'exercice avec Alexandra, notre directrice générale, il y a quelques mois. C'est 80% de stages de fin d'études qu'on a confirmés, d'alternants qu'on a confirmés, de chômeurs qu'on a intégrés et de reconversion professionnelle. Ah, c'est génial. Donc c'est de l'emploi direct franc qu'on a fait. C'est pour ça qu'on a un parcours, nous, à peu près de 3 semaines d'intégration pour tous les gens qui rentrent chez nous. C'est pour ça qu'on fait des promos. C'est les valeurs qui nous rassemblent, l'envie de bien faire, le pragmatisme. C'est comme ça qu'on recrute. On est sur des nouveaux métiers, les compétences ne sont pas disponibles. Donc c'est plutôt l'envie de bien faire, la volonté qui fait qu'on rentre chez O2M. Et après, on a des tuteurs, on a un programme de formation, on a des binômes, et c'est comme ça qu'on se déploie de cette façon-là. Donc la nouvelle génération est très sensible, mais il n'y a pas qu'elle. Oui, c'est ça mon propos. D'accord. Alors vous avez dit juste avant qu'il y a aussi des entrepreneurs ou créer des entrepreneurs dans l'entreprise. Est-ce que vous pouvez un peu développer? Des entrepreneurs, on a des gens qui ont des parcours de création d'entreprise qui n'ont pas pu aboutir, des gens qui sont passés par être auto-entrepreneurs, des personnes des jeunes aussi, qui ont fait les parcours de formation en école d'entrepreneurs, qui ont gagné des concours, les Entrep et tout ça. Par exemple. Donc on s'aperçoit que c'est quelque chose qui rassemble plus de 50 à 60% des effectifs d'O2M. D'accord. Voilà. On laisse beaucoup de liberté dans les évolutions. En arrivant, je vous ai présenté Stéphanie. Stéphanie, elle est arrivée il y a 4-5 ans, après un BTS et une alternance. Et c'est elle qui pilote maintenant Studio avec 4 personnes, voilà, à cet âge-là, parce qu'elle avait cette fibre-là. On donne la chance. On a la direction, 3 personnes, Julien, moi, Alexandra, qui ont eu des activités entrepreneuriales avant. Donc ça nous plaît beaucoup, puis on les aide, parce que c'est un esprit pour gagner du temps et créer de l'innovation. Carrément. J'imagine que même dans le quotidien de l'entreprise, vous avez peut-être mis des choses en place pour le bien-être de vos collaborateurs. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour ça? Alors moi déjà, je pars du principe qu'on fait du conseil, d'expliquer à nos clients des choses qu'on ne s'impose pas à nous-mêmes. Ça n'a pas de sens. Et en plus, c'est un contre-argument commercial, tout simplement. Je vais prendre le cas, par exemple, sur la mobilité. Quand les indemnités kilométriques à vélo sont sorties il y a 7-8 ans, on l'a déjà mis en place. Maintenant, il y a la prime mobilité. Donc, on a un système en mobilité douce qui peut monter jusqu'à 500-600 € par an pour ceux qui viennent en vélo ou en mobilité douce.
Sur la mutuelle, maintenant c'est obligatoire une prise en charge des mutuelles à 50%. Depuis le début, on a toujours fait 100%. Donc on prend ensemble la mutuelle, les tickets resto, les œuvres. On a tous les salariés qui sont impliqués au travers de groupes de travail pour faire grandir l'entreprise. Voilà. Tout le monde est au courant de la stratégie. Okay. Donc, même les stagiaires. Donc j'aurais pu avoir un risque de se dire parce qu'ils peuvent partir, dire des choses. Je pense qu'on va vite quand on se dit les choses. C'est l'histoire de vrai. On a des personnes qui ont aussi des handicaps chez nous. Donc on ne pouvait pas le faire quand on était 10. La surface, le fait de se grandir nous permet d'avoir plus de facilité pour la mise en œuvre. On est quand même des consultants, on se déplace et tout. On essaye de bien faire. Donc sur la partie sociale, oui. Sur la partie formation, oui. Sur la partie évolution professionnelle, oui. Sur les sujets d'index d'égalité homme-femme, c'est une entreprise qui est féminine chez O2M. Il y a 70% de filles chez nous. Il est inversé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait avoir 107, mais on a 93 parce que le système il est mal fait sur ces sujets-là. Sur l'élasticité des salaires, tout ce qu'on va voir, RSE, les dirigeants ne sont pas les premiers salaires dans l'entreprise. C'est les compétences, les parcours qui le font. Donc on reste très très simple et pragmatique sur ça. Et au niveau de la forme juridique, du coup, vous n'êtes pas en scope, non? Ça serait un long débat. Ouais. Ni entreprise à mission, tout ça. J'ai toujours cru que le statut ne crée pas la vertu. En tant qu'auditeur RSE et tout, j'ai vu des choses. Donc on est plutôt dans le faire que voilà. Je dis le statut ne crée pas la vertu, tout simplement. Okay. J'ai vu plein d'endroits où j'avais des dirigeants, des dirigeantes qui disaient la porte est toujours ouverte. Et j'ai jamais vu personne la traverser. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, ouais, c'est intéressant. Donc, effectivement. Donc on a mis ça de côté, cette partie statut, alors que on est natif en RSE. C'est notre avis. Il n'est pas figé. On verra dans l'évolution de l'entreprise. Mais aujourd'hui, notre statut dit classique, c'est aussi un argument dans notre communauté de dire que ce n'est pas réservé qu'au statut ou à la forme, le fait de s'engager dans ces démarches-là. Et en tant qu'entreprise au service des entrepreneurs, c'est comment on les emmène de manière beaucoup plus pragmatique que d'attacher 30 ou 40 jours pour définir sa raison d'être de temps en temps. On arrive bientôt à la fin de l'interview. Vous avez parlé tout à l'heure donc, de l'ouverture de la Tunisie, peut-être de l'Amérique latine en termes d'actualité 2024 et après. Est-ce que vous avez déjà des choses que vous voulez mettre en place? On a notre feuille de route stratégique à 3 ans. D'accord. Et moi, quand j'ai créé O2M, c'est pour ma vie, entre guillemets, donc j'ai ma vision à 30 ans en fait. On est sur une logique de développement par région. Donc les prochaines régions, vraisemblablement, seront les Hauts-de-France en priorité. Puis après, on va jouer sur les opportunités. Pourquoi l'Amérique latine ? Parce qu'on a des contacts, on a des demandes, on a des clients qui avaient qui faisaient de l'import de produits exotiques, Brésil, Costa Rica, du café, des choses qui ne se fabriquent pas en France. Donc, il fallait qu'on réponde à cette question-là. Et puis, par concours de circonstances, on gère les opportunités. Pourquoi Bordeaux ? On avait 2 salariés, une Basque et quelqu'un qui était sur Bordeaux, qui disent Olivier, on aimerait bien se rapprocher de nos familles. Alors, si j'étais, je ne veux pas dire comme tout le monde, j'aurais dit le mieux c'est de le faire à Toulouse, parce que Toulouse, on peut faire Montpellier et Bordeaux. Comme ils voulaient être à Bordeaux, on m'a dit allez-y, on va ouvrir à Bordeaux. On avait une Normande, on va ouvrir Rouen. Okay. Ça aurait pu être Caen ou autre. Donc, on tient à la fidélisation et l'épanouissement. Il y a beaucoup d'opportunités. On a la chance d'être dans un marché en croissance. Donc, on va attaquer d'abord ces régions-là. Et puis là, sur l'international, il faut avoir en tête que même si la France, souvent on dit on est plus blanc que le blanc et tout, sur nos sujets, on a une avance méthodologique. Il y a un peu la French touch sur la partie climat, éco-conception. Et il y a 2 pays qui sont avancés, c'est la Suisse et la France. Donc les partenaires sur ces sujets-là, parce qu'ils sont de plus en plus impliqués au niveau international, viennent chercher un petit peu cette French touch et tout. Donc c'est pour ça qu'on se développe de cette partie-là. On gardera l'expertise et les emplois en France. Ce ne sont pas des Français quand on ouvre en Tunisie. Ce sont des Tunisiens
qu'on forme pour qu'ils puissent en fait développer les méthodologies dans leur pays. On a une vision de transmission, de création d'emplois locaux. Ça sera de la même façon. Donc, ils viennent en formation chez nous, ils repartent. Ils ont leur approche culturelle qui peut être différente. On garde l'expertise et le lab va mettre à disposition la R&D. Et eux vont travailler et créer des emplois locaux. C'est comme ça qu'on fonctionne. On a perdu tellement d'années sur nos sujets. Nous, on y va. Il faut aller très vite pour déployer les compétences, les outils numériques, parce que le climat se réchauffe de manière très, très rapide. On a plein de sujets environnementaux, on a aussi des sujets sociaux. Donc, on estime que c'est le meilleur véhicule et la meilleure façon en fait, de déployer le plus rapidement. Moi, il ne faut pas oublier que j'ai 15 ans sur le sujet. Ça va passer vite. Je suis en frustration totale sur ça. Ça va passer vite. On n'arrive pas à embarquer, on n'arrive pas à mettre les outils, les méthodes. Donc, c'est une façon d'aller vite pour répondre aux enjeux qui nous concernent. Carrément. En même temps, j'allais dire, vous avez un nom de famille qui finalement est tout opportun. Vous êtes le messager de la RSE avec O2M. Oui, peut-être. Après, il a été un petit peu remis en cause avec l'ARN messager. Oui, ça c'est encore autre chose. Covid. Oui, mais ça je l'ai pas choisi. On essaie de bien faire, c'est pas parfait. C'est juste qu'on essaie de bien faire. C'est tout ce que je peux vous dire. Si on souhaite vous contacter et travailler avec vous, c'est la démarche. La démarche, c'est d'aller sur notre site web ou me contacter directement par LinkedIn, tout simplement. Olivier Messager O2M sur LinkedIn, et puis on répond. Ok. On reste au service. Et puis quand c'est pas faire, on vous le dit, et quand c'est faire, on vous le dit aussi. Super. Merci beaucoup Olivier pour cet échange. Merci beaucoup Yves. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Eco. Merci pour vos partages et commentaires. Ceci aide grandement Génération Eco à grandir et à exister. Si vous souhaitez contribuer au podcast et nous aider, merci de vous rendre sur le site web generationeco.fr à la rubrique Nous soutenir. Merci pour votre fidélité et de faire découvrir ce podcast au plus grand nombre. Je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Eco.